Quels investissements pour quelle croissance? Eh bien, écoutez, c'est à cette double question, à ces deux questions que nous allons tenter d'apporter des réponses maintenant, dans un temps record, puisque nous avons devant nous 1h15. Bonjour, je me présente, je m'appelle Philippe Lefébure, je suis journaliste à France Inter. Je vais donc être le modérateur de cette session. Il y aura, s'il vous plaît, il y aura évidemment un débat, il y aura les questions avec la salle, mais on va commencer bien sûr par les exposés, les interventions de nos invités. On va s'appuyer sur l'histoire, sur les expériences passées. Alors, on va parler des États-Unis avec Suzanne Berger, on va parler de la Russie avec Sergueï Gouriev. Nous verrons les expériences aussi en Asie avec Masahiro Kawai. Nous parlerons de l'Europe avec Éric Labaille. Et puis, alors je vous présenterai plus précisément évidemment ces intervenants tout à l'heure. Nous aurons également deux approches sectorielle, on va dire. L'énergie, on en parlera avec Gérard Mestralet. Et puis la distribution, la grande distribution avec Georges Plassa. Et là, peut-être à ce moment-là, on parlera un peu plus de la consommation, de la demande, parce que là, on va quand même beaucoup s'attarder sur l'offre. C'est Louis Gallois qui va introduire dans quelques minutes ce débat. Mais d'abord, comme le veut la tradition, c'est d'abord la parole à un membre du Cercle, professeur à l'Université d'Harvard, Philippe Aghion, qui a mis en place et coordonné cette table ronde. Philippe, c'est à vous. Oui. Donc, voilà, merci d'être ici. Merci à tous nos invités à ce panel. Au cours des 15-20 dernières années, la France a décroché par rapport aux autres pays de l'OCDE et en particulier par rapport à ses voisins rhénans et scandinaves. Le PIB par tête de la France représentait 75% du PIB par tête des États-Unis. On n'entend pas ? D'accord. Le PIB par tête de la France représentait 75% du PIB par tête des États-Unis en 1995. Il n'était plus que 69% du PIB par tête américain en 2012. Nous avions un PIB par tête équivalent au PIB par tête suédois en 1995. Notre PIB par tête est inférieur de 10% au PIB suédois aujourd'hui. Notre part de marché européen était de 13% en l'an 2000. Il est tombé à 9% en 2011. Notre balance courante était en excédent en 1995, comme celui des pays rhénans et scandinaves. Aujourd'hui, notre solde est largement négatif, alors que les soldes rhénans et scandinaves sont devenus largement positifs. La part de l'industrie dans la valeur ajoutée en France est passée de 18% en 2000 à 12% en 2011, ce qui nous place 15e sur 17 au sein de la zone euro. Inverser la tendance, rétablir notre compétitivité, oblige les gouvernements à se poser un certain nombre de questions. Et là, je vais me concentrer sur des questions pour introduire cette session. D'abord, est-ce qu'il faut que l'État investisse dans la croissance? Il y a des gens qui pensent que l'État doit maintenant, que parce qu'on passe à une économie d'innovation, il faut que l'État se cantonne à ses fonctions régaliennes, maintenir l'ordre, l'éducation, les fonctions régaliennes, et que l'État devrait se désengager. Pourquoi ce n'est pas vrai? Pourquoi il faut que l'État investisse? Deuxièmement, comment investir dans la croissance tout en respectant nos engagements budgétaires? Où est-ce qu'il faut dépenser? Où est-ce qu'il faut économiser? Comment faire la réforme de l'État pour nous permettre de concentrer mieux nos ressources sur les domaines porteurs de croissance? Troisième question, faut-il se soucier de notre désindustrialisation rapide que j'ai mentionnée il y a un moment? Et si on se soucie de cette désindustrialisation, comment préserver les maillons productifs de la chaîne de valeur? Suzanne va sûrement en parler. Est-ce qu'il y a par exemple un exemple à prendre sur l'Allemagne, son système éducatif d'apprentissage, son modèle social de dialogue social, sa politique industrielle au niveau des Länder, son système financier de banque locale? Est-ce qu'il y a des choses à apprendre de l'Allemagne pour endiguer ou ralentir notre désindustrialisation? Comment cibler les investissements dans la croissance? Est-ce qu'il faut simplement dire, comme les Britanniques ont fait un ciblage horizontal, éducation, université, Small Business Act, mais on n'intervient pas en termes sectoriels? Ou bien il faut se dire, non, il y a des secteurs porteurs comme les énergies renouvelables, le numérique, les biotech, et on doit privilégier certains secteurs. Si qu'on veut aller pour le vertical, comment il faut cibler les investissements verticaux? Est-ce qu'il faut sélectionner quelques grands secteurs? Ou bien est-ce qu'il faut dire non, on va prendre beaucoup de filières et puis on va privilégier des champions nationaux. On va choisir telle firme sur telle autre. On va dire voilà, je prends Bouygues plutôt que Numéricable, ou je prends Siemens plutôt que General Electric. Est-ce qu'il faut faire de la politique industrielle comme ça? Ou est-ce qu'il faut changer sa façon de faire de la politique industrielle? Qu'est-ce que c'est que réconcilier politique industrielle et politique de la concurrence? Est-ce que c'est désirable?
Comment penser la transition énergétique? Est-ce que les Allemands ont raison de dire « je vais directement du charbon à l'éolien, j'oublie le nucléaire et j'oublie le gaz ». Est-ce que c'est réaliste? Est-ce que c'est sérieux? Est-ce que c'est un bon modèle à donner aux Chinois, par exemple, qui, eux, doivent se dégager de l'énergie au charbon? Et enfin, je me posais une question définitive. Est-ce que la France qui veut se sortir, qui veut passer d'une économie de rattrapage à une économie de l'innovation, qui veut sortir de ce déclin qui était inexorable depuis 20 ans, est-ce que la France peut y arriver sans réformer ses marchés? On n'en a pas parlé dans la saison précédente. On parlait d'investissement. Mais est-ce que ce n'est pas important de flexibiliser notre marché du travail, de flexibiliser notre marché des produits avec les professions réglementées? Est-ce que c'est important ou pas important en même temps qu'on investit? Et en France, est-ce qu'on peut vraiment réformer avec beaucoup de gens en France qui pensent 3 choses que moi je ne pense pas? 1, que c'est seulement la demande qui tire la croissance et pas l'offre. 2, que la fiscalité n'a pas d'importance pour la croissance. On peut surtaxer le capital, ça n'a absolument aucun effet sur la croissance et l'innovation. Et troisièmement, que la politique industrielle peut se faire de manière colbertiste, comme à l'époque des Trente Glorieuses, sans tenir compte du fait que nous sommes passés d'une économie de rattrapage à une économie de l'innovation. Donc voilà un petit peu le genre de questions, j'espère que certaines seront adressées pendant ce panel. Et je repasse la parole à Philippe. Merci. Merci Philippe. Louis Gallois, c'est à vous. Je ne vous présente pas. On va dire que vous intervenez en tant qu'ancien commissaire général à l'investissement. Vos interventions ici sont souvent remarquées. Eh bien, écoutez, c'est à vous. Louis Gallois. Merci beaucoup. Je suis complètement asphyxié par l'avalanche de questions de Philippe Aghion et je n'imagine pas de pouvoir répondre en 7 minutes à l'ensemble. Donc, eh bien, je pense que nous sommes nombreux et qu'on va essayer de tous y mettre ensemble. En tout cas, il y a le canevas d'un nouveau bouquin pour Philippe. Donc, je vais me concentrer sur les questions qui me paraissent à moi essentielles. La question de départ pour moi, c'est comment restaurer la croissance potentielle de la France. Elle est actuellement faible, voire très faible. On la situe entre 0,5 et 1%. Jean Pisani-Ferry, dans son France dans 10 ans, en parle. Certes, cette faiblesse de la croissance potentielle n'est pas une exclusivité française, parce qu'elle résulte d'une faiblesse des gains de productivité, capital et travail, et de la faiblesse de l'innovation. Et on constate d'ailleurs que la productivité, en Europe en tout cas, s'est essoufflée. Il faut donc, et ça nous ramène à notre sujet sur l'investissement, je pense qu'il n'y aura pas de croissance stable, durable, sans les investissements correspondants en matière de productivité et d'innovation, et ce sera le canevas général de mon intervention. Alors évidemment, peut-on stimuler la croissance par la demande en France? J'ai été keynésien, je le reste parce que Keynes a aussi inventé le multiplicateur d'investissement. Je ne propose pas d'effondrer la demande à l'espagnol. Mais je sais aussi qu'une relance de la demande interne, si elle n'est pas ciblée, se traduira par une poussée des importations et l'accroissement du déficit du commerce extérieur. L'élasticité des importations à la demande intérieure est particulièrement forte en France. Elle est en moyen terme de 1,4 et à court terme de 1,6. Une augmentation de la demande intérieure ne traite d'ailleurs pas spontanément, par elle-même, notre problème incontournable de compétitivité, clé d'une croissance stable. Il est cependant un domaine où je pense qu'il est possible de relancer la demande et l'offre. C'est un domaine faiblement importateur, créateur d'emplois, élevant notre compétitivité globale, c'est celui du logement, où une relance me paraît clairement nécessaire. Le logement, c'est à la fois un des besoins les mieux ressentis par les Français, et c'est surtout dans les grandes agglomérations où ce problème se pose, alors que c'est là où se concentre actuellement de plus en plus le dynamisme des économies.
Nous avons donc, dans ce domaine, une capacité de relance. Nous ne l'avons pas partout et nous l'avons manifestement beaucoup moins qu'avant, cette capacité de relance. Les contraintes des comptes sont évidemment extrêmement fortes pour limiter cette capacité de relance. On est donc conduit, dans la période actuelle, à privilégier la politique de l'offre. Alors, pour la politique de l'offre, il y a deux possibles. Il y a la voie espagnole, à nouveau, celle de la dévaluation interne. On baisse les coûts par une vraie politique de baisse des salaires. Je ne propose pas cela pour la France. Le coût social est inacceptable. Le corps social ne l'accepterait pas à bon droit. Et nous avons d'autres atouts qui ouvrent d'autres voies. Capacité de recherche et d'innovation, création d'entreprises, qualité des ingénieurs, infrastructures, etc. C'est bien connu. Même si je pense bien sûr qu'il faut travailler sur les coûts à travers l'allègement des charges sociales ou de la fiscalité et, j'insiste sur le et la modération salariale. J'entends d'ailleurs que certains demanderaient à l'État de prendre des initiatives en matière de modération salariale. Il en a pris, lui, dans le secteur public. Je pense que c'est au secteur privé de prendre maintenant ses responsabilités en termes de modération salariale, de telle manière que les salaires n'évoluent pas plus vite que la productivité, avec le bémol de l'inflation. Maîtriser les coûts, c'est également maîtriser les coûts énergétiques. Et il est clair que, comme l'a dit Philippe Aghion, nous sommes à une croisée des chemins et j'ai une assez forte préoccupation à cet égard. Mais si nous ne prenons pas la voie espagnole, quelle est la voie? La voie, c'est la sortie par le haut. J'ai eu l'occasion de le dire ailleurs. Celle qui joue sur la montée en gamme pour échapper à la concurrence par les prix, celle qui conduit à des investissements d'innovation et de qualité, à la mobilisation de nos capacités de recherche. Le pacte de compétitivité du 6 novembre 2012 est mis en œuvre assez correctement. Il va dans le bon sens, mais tout cela va prendre du temps. Il faut savoir que c'est une affaire de 10 ans. Et donc, est-ce que les responsables politiques vont pouvoir tenir? C'est la question. Parce que c'est manifestement le temps long. Mais vous savez que les Allemands ont mené la même politique économique pendant 10 ans, avec 3 majorités politiques différentes et 2 chanceliers différents. La sortie par le haut, donc, c'est celle qui joue la montée en gamme, c'est celle qui joue les gains de productivité. Je crois essentielle la bataille sur l'usine du futur. On est frappé de voir que le numérique, le développement du numérique ne se traduit pas dans les économies développées par des gains de productivité forts actuellement. Et je pense que pour les économistes, il y a une vraie question. Est-ce que c'est parce que les gains réalisés grâce au numérique ne sont pas quantifiés ou quantifiables? Ou est-ce que cela veut dire que le numérique a pénétré plus rapidement dans la vie quotidienne que dans les processus de production et de produits et de services? Et je pense que cette question est tout à fait essentielle. C'est pour ça que je pense que le programme Usine du futur et Services du futur est un programme essentiel. Vous savez qu'il est lancé c'est l'un des 34 programmes lancés par Arnaud Montebourg. Je pense que c'est le plus important. Nous devons à tout prix réenclencher la croissance de la productivité. Le numérique est un des leviers. Faut-il encore qu'il extériorise ses capacités? Mais nous savons que nous avons un potentiel. Nous sommes extraordinairement en retard. Je n'ai pas besoin de vous donner les statistiques du nombre de robots dans les différents pays d'Europe. Nous sommes le plus mauvais de tous. 34 000 robots en France, 61 000 en Italie, 162 000 en Allemagne. 139 000 en Corée du Sud. La Corée du Sud est un pays qui a moins d'habitants que la France. Il vous reste quelques secondes. Il me reste une minute. C'est pas possible. C'est terrifiant. Monter en gamme, gain de productivité, jouer l'économie de demain. Et si l'État doit intervenir, c'est pour jouer l'économie de demain. Celle du numérique, offre et usage. Celle des technologies génériques, biotechnologie, matériaux, objets connectés, etc. Transition énergétique, même si
j'ai tendance à penser que nous avons déjà pris un train de retard quant à l'offre. Santé, économie du vivant. Dans ce domaine, je soutiens les 34 plans industriels de Montebourg. Je pense qu'il les a bien ciblés sur ces différents thèmes. Tout cela se fera à travers des investissements. C'est la clé essentielle pour résoudre nos problèmes. Pour investir, il faut de l'argent, soutenir les marges des entreprises. Elles se redressent un peu actuellement à cause du CICE. Le crédit, des tensions apparaîtront dès que la reprise sera confirmée et que l'investissement redémarrera. Il faut voir comment on va traiter ces tensions et les fonds propres. Et il est clair qu'il faut avantager sur le plan fiscal clairement la prise de risque par rapport à la rente. C'est exactement l'inverse de ce que fait la France depuis 40 ans. On avantage la rente par rapport à la prise de risque. Il faut un bouclage politique et social à cela. Le pacte de responsabilité vise à cela. Ce sont des réformes structurelles. Vous connaissez la liste. Je ne parle pas du droit du travail. Je pense que ce n'est pas une bonne réponse. Il y a eu l'accord national interprofessionnel. Laissons-le vivre. Je ne parle pas des 35 heures parce qu'en période de chômage de masse, il est extrêmement difficile d'aborder le problème de la durée du travail. La justice sociale, la lutte contre l'accroissement des inégalités. Nous voyons monter les inégalités, nous voyons monter la pauvreté. C'est un élément de rupture du corps social français, absolument décisif quant au dynamisme de l'économie. Le dialogue social, on voit bien que ça tangue actuellement. Et je suis très préoccupé sur la manière dont va se dérouler la conférence sociale, parce que c'est un symptôme assez alarmant de la situation des relations sociales dans le pays, alors que nous avons besoin d'un véritable dialogue social où les patrons reconnaissent le rôle des syndicats et où les syndicats reconnaissent que c'est dans l'entreprise que se crée la richesse. Il faut enfin un bouclage européen à tous les niveaux. La croissance allemande, j'ai vu Madame l'ambassadeur, là, tout à fait. Nous sommes un peu déçus par le projet de budget qui ne prévoit pas une relance des investissements d'infrastructures au niveau que nous aurions pu souhaiter. Mais il y a le SMIC, on va le voir venir, le salaire minimum. Il y a les investissements de l'Union européenne. Je suis franchement pour utiliser la capacité intacte d'emprunt de l'Europe pour financer des investissements aussi bien dans l'interconnexion énergétique que le très haut débit, la recherche, l'éducation, etc. Nous avons maintenant un appui avec M. Renzi. Et enfin, le dynamisme de la BCE, dont nous avons besoin, au-delà de ce qu'elle a fait, encore au-delà, parce que je crois que nous avons un véritable sujet dans ce domaine, à la fois en termes de liquidité de l'économie et du niveau de l'euro. D'ailleurs, je propose de mettre les problèmes... J'essaie d'y aller tout Juste doucement. une phrase. Je propose de mettre les problèmes monétaires dollar-euro dans la négociation de l'accord entre l'Union européenne et les États-Unis sur le libre-échange. Merci. Le logement, la modération salariale, les 35 heures, il y a des questions sur lesquelles on pourra revenir. Vous avez parlé également de la montée en gamme, ce qui fait une transition très bien avec l'intervenant suivant, Suzanne Berger. Vous êtes professeur au MIT, vous travaillez beaucoup sur la mondialisation et vous posez cette question, est-ce qu'il faut investir dans la production ou plutôt effectivement se concentrer sur la recherche et développement et l'innovation? C'est à vous, Suzanne Berger. Quels investissements pour relancer la croissance? Je crois qu'aux États-Unis, que nous avons des préoccupations qui sont très proches des vôtres, mais peut-être des approches assez différentes. C'est vrai qu'aux États-Unis, la réduction des prix de l'énergie grâce au fracking et au gaz de schiste vont aider l'industrie. Et c'est également vrai que la montée des salaires en Chine et surtout beaucoup plus de réalisme sur les vrais coûts de la production là-bas rendent la délocalisation beaucoup moins intéressante pour nos industriels. Mais même avec ces vents favorables, relancer l'industrie américaine n'a rien d'automatique. Donc, c'est sur ce sujet que nous avons mené des recherches à MIT ces 3 dernières années. Et ce que nous avons trouvé, qui est, je crois, relevant également pour la France, c'est qu'il y a des importants market failures, des défaillances de marché qui bloquent le passage de l'innovation au marché. Et ce sont ces market failures
ces défaillances du marché que nous concevons comme des trous dans l'écosystème industriel. À partir de nos recherches, nous avons été amenés à croire que l'État a un grand rôle à jouer dans la transformation de cet écosystème industriel. Le rôle de cet État est assez différent, je crois, du rôle que Philippe Aguillon et ses collègues ont changé de modèle ou que M. le ministre Arnaud Montebourg ont imaginé pour l'État ici en France dans la relance par filière ou la relance par secteur de l'industrie française. Mais j'aimerais tout de même vous expliquer un peu comment nos conceptions à MIT nous ont amenés à focaliser l'État et les trous de l'écosystème. Nous avons commencé nos recherches avec un constat, c'est que l'innovation reste très forte aux États-Unis. Et c'est l'innovation qui est essentielle pour une croissance durable et soutenable. Et par l'innovation, nous ne comprenons pas simplement des brevets de biotech ou d'électronique de Silicon Valley et de Cambridge, Massachusetts, mais toute une gamme d'innovations, brevetées ou non, que nous avons pu observer dans les petites et moyennes entreprises de Ohio, Arizona, de Georgia, quand un industriel imagine une transposition de technologie d'un domaine à un autre. Donc, notre constat, l'innovation est très forte. Mais le vrai problème, c'est que malgré cette capacité et le potentiel de cette innovation, on ne voit pas d'importants gains de productivité. Nous voyons beaucoup de start-up, mais ces start-up ne deviennent pas des grandes industries. On ne voit pas une masse de nouveaux emplois. Donc, notre question, c'est comment faire pour transformer cette innovation en croissance et pour amener cette innovation jusqu'au marché. Or, je crois que l'essentiel se retrouve dans la transformation de nos industries depuis les années 80. Là, sous la pression des marchés financiers, les grandes entreprises américaines qui étaient verticalement intégrées se sont presque toutes transformées en entreprises centrées sur core competences. L'entreprise qui se débarrassait de ses usines et de ses ouvriers voyait un avantage immédiat dans le cours de ses actions. Nous avons donc aujourd'hui des entreprises qui sont beaucoup moins grandes et qui travaillent en chaîne de valeur fragmentée avec des sous-traitants partout dans le monde. Nous avons transité d'un monde de grandes entreprises verticalement intégrées à un monde industriel en fragmentation. Or, dans le passé, l'innovation émergeait dans les grandes entreprises, dans Bell Labs, IBM Central Research Laboratories, Xerox PARC, Alcoa Laboratories. Ces entités n'existent plus. L'entreprise, autrefois, avait des usines pour produire, avait de l'argent pour financer les nouveaux produits en voie de commercialisation. L'entreprise acceptait de former son personnel. Après tout, les gens allaient passer toute leur carrière dans la même entreprise. Donc, l'investissement dans la formation était rentable. L'entreprise acceptait de transmettre des nouvelles technologies à ses fournisseurs. Aujourd'hui, presque rien ne reste de ce modèle. Les innovations émergent aujourd'hui dans les laboratoires publics et universitaires et avancent dans le monde comme start-ups. Donc, toutes les questions qui avant étaient résolues à l'intérieur des quatre murs des grandes entreprises, trouver les capitaux de commercialisation, former les gens pour les nouvelles compétences, diffuser les technologies dans le monde des fournisseurs, toutes ces questions restent ouvertes aujourd'hui. Et la disparition de ces entreprises à partir des années 80 a donc ouvert d'énormes trous dans notre écosystème industriel. Pour les startups, et nous avons étudié tous les startups qui avaient origine dans les laboratoires de MIT sur une période de 10 ans, nous avons vu que dans les premières années de leur existence,
le venture capital fonctionne très bien. Mais quand ces entreprises arrivent à un stade où ils ont besoin des capitaux pour financer la production à grande échelle, là, les venture capitalists n'en veulent plus. Depuis 10 ans aux États-Unis, on a très peu de IPOs. Et donc, ces startups vont presque tous terminer leur existence ou terminer leur processus d'évolution en Singapour, en Chine, avec l'argent russe, et la commercialisation de ces innovations vont avoir lieu ailleurs, avec toute la perte de feedback vers l'innovation, avec toute la perte de learning, avec toute la perte des activités et d'emplois potentiels qu'on aurait pu avoir chez nous. Et c'est également une perte pour les contribuables américains. Ce sont nous qui avons financé ces recherches qui vont trouver la fin de leur existence ailleurs. Ce n'est pas simplement un problème pour les startups. Quand une entreprise de taille moyenne de Ohio a une nouvelle idée pour un produit ou un processus, pour le porter au marché, l'entreprise n'a que ses propres ressources. Or, c'est tout le contraire de la situation des entreprises allemandes qui trouvent dans leur écosystème une richesse extraordinaire à combiner avec les richesses, les ressources de l'entreprise. Les Fraunhofer, les universités techniques, un système efficace de formation et d'apprentissage, des consortia de recherche. Tout ça, l'entreprise moyenne allemande trouve dans son environnement, tandis que chez nous, les entreprises sont home alone. Il faut conclure, Suzanne. J'arrive donc à ma conclusion. Merci. Parfait. Pour l'innovation et production aux États-Unis aujourd'hui, le défi le plus important, c'est reconstruire l'écosystème industriel. Et pour le faire, il faut créer dans l'écosystème les biens publics ou les biens semi-publics que beaucoup d'entreprises pourraient combiner avec les leurs. Or, pour toutes les raisons que je vous ai expliquées, on ne peut pas imaginer que l'entreprise privée vont tout seuls le faire, même s'ils acceptent de répondre à des possibilités. C'est donc bien l'État, à la fois l'État fédéral et les États qui le feront. Et donc, je crois que nous allons voir aux États-Unis, et on commence déjà à le voir, une très grande expérimentation d'approches. Ce sont tous des approches qui valorisent un partage de risques, qui valorisent une possibilité de coordination de ressources publiques et privées. Or, c'est là, je crois, que nos espoirs doivent reposer pour l'avenir. Merci. Merci Suzanne Berger et merci de vous être exprimée en français. Une autre expérience maintenant, celle de la Russie. Sergueï Gouriev, vous êtes professeur d'économie à Sciences Po à Paris. C'est à vous. Merci Philippe. I will speak English. I feel very privileged not to tell how to draw lessons from Germany, given the oncoming match. Unlike the previous speakers, I will talk about the lessons France can draw from the country I know best, and I've done some research on Russia. Unfortunately, most of these lessons will be how government what government should not do to promote investment. And I'll talk about 3 historical episodes. Russian history is especially exciting. I wanted to open with a joke which Yossi Vardis already made, that making forecasts is hard, especially about the future. But in Russia, talking about history is even more fun because Russia, as we say in Russia, is a country with an unpredictable past. So I'll talk about the very important historical episode. We've written a long paper together with my co-authors Anton Cheremych and Mike Golosov and Oleg Savinsky about Stalin's industrialization. This is a very important historical episode, not only in Russia, but around the world, because people draw a lot of inspiration for top-down investment approach, for big push. And what we've done, we used recently available data on that period. We used the modern methodology of quantitative macro to construct a counterfactual and various scenarios of what would have happened
to Soviet economy if Stalin did not do what he actually did. Stalin has succeeded in moving a lot of people from agriculture to cities, and that was his goal. And that was the ideology of the big push, and that was something that people thought was a big success. And indeed, he moved something like 30% of labor force from agriculture to non-agricultural sectors just within the course of 12 years. That's indeed a big achievement, but unfortunately, as our research shows, that was accompanied by a big destruction of productivity, not only in agriculture, but also in manufacturing sector. And we show that on balance, that was not a success. And not even talking about human cost of tragedy, repression, horror, terror, and famine, we are talking about economic cost. We show that economic cost was actually higher than economic benefits of the Stalin's industrialization. My second story is much more recent. In the second half of 2000s, when Russian government learned that it has a lot of petrodollars and wanted to diversify the economy, wanted to build innovation economy, learning from experiences in particular of the United States and some other countries, including emerging markets, it tried to build an innovation infrastructure, innovation system, innovation ecosystem, and created a number of state-owned companies, funds, agencies that would accompany innovators from the very early stage, pre-seed, seed, early, late stage, production, pre-IPO, IPO, and so on, to make sure that Russia has become an innovative economy. As you probably can judge, this has not actually succeeded beyond the expectations, and some people would say that the success is underwhelming, and the Russian government 2 years ago asked me and Josh Lerner from Harvard Business School to compare what Russian government has done, what these agencies have done, to what other countries have done, including US, Finland, Israel, Brazil, Chile, and so on. And our results were actually not black and white. We saw some successes, and mainly our recommendations were the government should not replace the market. The government should listen to the market, and the government should invest in where the market doesn't go, which is human capital, basic education, research. The government should go at the basic stage, at the early stage, not in the late stage. That, of course, was not very popular with some of these agencies. And talking about market failures, you would always hear from state-owned companies, especially big state-owned companies, that they actually are about to correct some market failure. And you always hear a great story why, in this particular case, market failure is so huge that you need to allocate taxpayers' money to pay for these big state companies to fund innovation and so on. But we saw that on balance, these efforts were actually not successful, and unfortunately, that wasn't a great experience for Russia. And the final bit of what's not to be done comes from the very recent history, starting from 2012, when Mr. Putin came back as president. Some people would say third term, some people would say fourth term. He came with the inspiration to become Putin 2.0 and brought with him a lot of promises of economic reforms. And a lot of businesses and investors were quite hopeful that corruption would go down, the competition policies would be more reasonable, that businesses will not be overregulated, overtaxed, and expropriated. And this is exactly what has not happened. And in the last 2 years, the businesses responded with voting by their feet, with capital outflow increased, market valuation went down. Now Russian stocks are, even before Ukrainian crisis, Russian stocks traded at about 50% of comparable stocks in other emerging markets, not even talking advanced emerging markets. And that resulted in economic slowdown. Even today, investment in Russia is below what it was in 2008 in real rubles, in real terms. And in that sense, this is yet another lesson, which is government should not undermine trust, should not undermine credibility of its policies. It should deliver what it promises, and the business should also know that government is there to do what voters want the government to do, not to enrich themselves and their friends. And this is a lesson which is very important. And to sum up, the lessons from these 3 episodes are pretty simple and may actually be found in the textbook.
Moreover, you can even find them in Adam Smith's book, who said that for prosperity, we only need peace. Well, that is something I don't want to talk about today. Easy taxes and tolerable administration of justice. So in principle, the textbooks say very simple things. Government should not replace business. Government should create conditions for investment. What government should do, indeed, is horizontal industrial policy, where you would invest in education, human capital, research, and always listen always listen to market signals. Something that we saw with George Lerner, the agencies that were taking minority stakes, agencies were following the business signals, agencies which actually allowed the businesses to pick potential winners, potential projects. These agencies actually did a reasonably good job. And I think these things are too simple, and they are not rocket science, but I think they are worth repeating, especially, as I can say, as an outsider observing France in this country. Thank you. Thank you. Merci beaucoup, Sergei Goriev. Et on va continuer à questionner le rôle de l'État finalement face à l'investissement avec Masahiro Kawai. Vous êtes professeur à l'université de Tokyo. Avec vous, on va effectivement regarder les expériences en Asie. C'est à vous, Masahiro Kawai. Okay, thank you very much. I'm very happy to be here to talk about the experience from Asia on investment and industrial policy. Government has so many roles to play, in particular in the area of investment, investing in human capital, investing in infrastructure, and also in the early stage of economic development, investing to promote industrialization. So this third aspect is something some people call industrial policy. In East Asia, we have seen so many success stories in this area. Of course, we have not so successful stories. What I'm going to do is to give you several examples and draw some lessons from these. And most of my lessons are consistent with my immediate speaker, the speaker who spoke just immediately before me, and perhaps my conclusion can reinforce his point. Okay? Now, Japan and South Korea, which created, so to speak, competitive auto industries. This has been a very successful experience, sort of the infant industry protection story in the early part of development of the auto industry, import substitution, protecting the domestic market, and then after that, promoting export. Many countries tried to do this, but Japan and South Korea showed clear success. In these two countries, the level of technology and human capital was high enough to support this ambition, high quality of human capital, and also there was a significant coordination between the government and the private sector, supporting R&D activities, information sharing with the private sector. I think the most important part, the most important reason for success was that government in these two countries promoted domestic competition among domestic producers rather than trying to promote a national champion. Now, when we take the second example, when we take a look at economic success of many East Asian emerging economies like Thailand, Malaysia, Indonesia, Vietnam recently,
China, infrastructure investment played a very important role. Infrastructure investment in transport, energy, IT, water resources, and such infrastructure investment has been supported by ODA and also multilateral development bank support. And this infrastructure investment was combined with trade and foreign direct investment liberalization and domestic policy supported this outward orientation. Because, of course, the availability of flexible and adaptable labor force in these economies was quite important, and the business and investment climate was provided by the government. You may know Thailand. Thailand has developed a remarkable auto sector. Thailand is now called the Detroit of Asia. In the case of Thailand, Thailand opened up the market, invited a lot of foreign direct investment, and suppliers also came, and domestic suppliers were also developed, and supply chains were created, and Thailand is playing a very important role in Asia's supply chains. Thailand has never promoted a national champion. Thai auto industry is for foreign brand production, not for own brand. Singapore, a small city-state, this is a third example, has been very successful in transforming itself into an Asian hub for corporate headquarters. It's a very active port as an entrepôt port, importing and re-exporting. It plays a regional hub function. And also, it's been successful as an Asian global financial center by promoting financial industry, by providing an excellent regulatory environment to attract global foreign financial service providers. Singapore never promoted the domestic national champion. Malaysia, an interesting example, Malaysia has been very successful in promoting economic growth, but its auto sector has not been doing well. Malaysia tried to promote a national brand called Proton, national automobile and automobile company. It's not been doing very well in the auto sector. You may not know, Indonesia tried to promote its own aircraft producing industry. But domestic technological capability and human capital were not sufficient enough to support that. Okay, so putting all these things together, I can provide just a few lessons in maybe 30 seconds. The government has to be supported by a capable and competent bureaucracy. Bureaucracy is very important, and neutral bureaucracy, neutral from individual firms, but committed to the development of the economy or perhaps a chosen priority sector. But once a priority sector is chosen, let domestic competition take place, rather than supporting single firms, a single firm or several firms. And at the same time, supporting human capital and technology has to be there. So investment in human capital and technology is quite important. Now, once
an economy reaches a mature stage, perhaps this East Asian experience may not be so useful because the economy, by definition, is mature. A more effective policy would be for the government to facilitate various types of coordination among firms so that those firms can compete in the market and can understand the government policy in the sector and in the market. Thank you very much. Thank you very much. Masahiro Kawai. Éric Labaille, c'est à vous. Vous êtes membre du comité mondial de McKinsey. Vous venez nous dire, vous, qu'il y a un potentiel énorme d'investissement en Europe. C'est bien ça? Tout à fait. Éric Labaille. Oui, tout à fait. Merci et bonjour à tous. Je vais effectivement focaliser sur l'Europe en prenant tout d'abord 4 constats avant d'en tirer peut-être quelques suggestions ou idées pour booster l'investissement et la croissance. Premier constat, on a effectivement une question d'investissement plus de consommation aujourd'hui dans l'Europe. Si on compare le PIB 2008 et le PIB 2013 sur l'Europe des 30, 28 plus Norvège et Suisse, on est à peu près à 12 000 milliards d'euros. Il est à peu près équivalent à 1% près. Néanmoins, on a moins 400 milliards d'investissement, une consommation à peu près stable, et tout ceci a été compensé soit par de la dépense publique, soit aussi par des exports. Donc la question, bien entendu, va devenir comment est-ce qu'on adresse ou on retrouve ces 400 milliards d'investissement. Deuxième fait, vous regardez les 500 plus grandes entreprises européennes, le cash sur leur bilan est passé d'environ 400 milliards à plus de 700 milliards. Et pour le moment, donc, les liquidités sont là. La question va être de dire comment est-ce qu'on crée les incentives pour qu'elles les dépensent. Troisième élément à prendre en compte, c'est les opportunités mondiales. Quand on regarde les tendances mondiales de fonds qui supportent la croissance, j'en mentionnerai 2. Le premier, c'est la croissance du nombre de consommateurs. On parle de plus d'1,8 milliard de consommateurs entre 2010 et 2025 qui vont arriver sur le marché pour consommer, et ce qui va d'ailleurs, à titre d'indication, rendre plus de 50% de la population mondiale dans le domaine consommateur, ce qui est la première fois dans l'histoire de l'humanité. Ces consommateurs vont être dans des villes. Ces villes ont besoin d'infrastructures. Et bien entendu, ceci va attirer soit des services basés sur la connaissance, soit des biens qui peuvent être exportés d'Europe. Autre élément de contexte, les technologies. On en a parlé depuis tout à l'heure. On a fait une étude récemment au McKinsey Global Institute sur à peu près une douzaine de technologies qui peuvent, d'une certaine mesure, transformer entre un quart et la moitié du PIB mondial. Alors quand je dis transformer, c'est des nouveaux business models, c'est de la création de valeur ajoutée, ça peut être aussi du surplus consommateur. Et là, quand je parle des technologies, c'est les technologies de l'information, bien entendu, tout ce qui est le cloud, l'Internet mobile, la robotique, autour de la transformation du savoir, mais aussi, bien entendu, les nouvelles énergies, les nouveaux matériaux et tout, le génie et la biochimie. Donc, ces technologies sont là. Question de comment est-ce qu'on les utilise pour, justement, générer de la croissance. Dernier élément du puzzle, quand on regarde la performance de l'Europe, en termes de productivité, ça a été déjà, je crois, mentionné un petit peu tout à l'heure, on a un écart toujours de 25 à 30% avec les États-Unis, écart qui est essentiellement dû aux services d'ailleurs, beaucoup plus qu'à l'industrie. Plus de 80% de cet écart est dû aux services. Et quand on regarde l'économie de la connaissance du côté européen, on a aussi, quand on regarde les dépenses de R&D, un écart de 30 à 50% versus les autres pairs développés, que ce soit le Japon, la Corée ou les États-Unis. Donc, quand on met ces différents éléments, on se dit, d'une certaine mesure, on a du cash, on a une performance qu'on peut améliorer, il y a des tendances mondiales qu'il faut capturer, donc que faire? Alors, je proposerai 4 idées, en tout cas pour débat. Le premier, qui est une idée assez simple, c'est quand on regarde les pays européens, en fait, il n'y a pas une seule Europe en termes de performance. Aujourd'hui, on a des performances très différentes entre les pays. Quand on mesure, en gros, la performance des pays sur une vingtaine d'indicateurs, et on le fait vis-à-vis des US ou vis-à-vis du Japon, sur tous sauf 2, c'est toujours un pays européen qui est le meilleur. Les 2, où c'est les États-Unis, sont l'indicateur ou l'intensité de concurrence et puis le degré d'innovation. Néanmoins, sur tous les autres, c'est un pays européen. L'implication que j'en tire, c'est si tous les pays européens en fait, prenaient les meilleures pratiques de leurs voisins et l'appliquaient à eux-mêmes, pour le moment, déjà on atteint une partie de l'objectif, on remplit une partie de l'écart. Donc premier, s'inspirer des meilleures pratiques, et ça c'est essentiellement sur les questions de réglementation sectorielle, de marché du travail, d'innovation et d'éducation. Deuxième idée, tirer parti du marché européen. On a 500 millions de consommateurs,
Et aujourd'hui, on voit de plus en plus que le monde est en train de s'organiser entre plaques. La plaque nord-américaine, la plaque chinoise, la plaque autour du Brésil, l'Inde et donc l'Europe. Et donc, question, comment utiliser stratégiquement ces 500 millions de consommateurs via un marché unique qui permet aux entreprises rapidement de déployer leurs produits. Très clairement, quand on pense au software en particulier, c'est un des gros écarts entre les États-Unis et l'Europe, où rapidement, une start-up américaine a 300 millions de consommateurs tout de suite. Pour les Européens, c'est un peu plus compliqué. Et donc là, les leviers sont des leviers réglementaires. Comment arriver à une cohérence de réglementation pour arriver tout de suite à considérer un marché et non pas 28 marchés. C'est aussi sûrement de revoir certaines normes pour les rendre plus, je dirais, faciles et en tout cas rendre le business beaucoup plus facile. Et ceci, ça a été démontré quand chacun des pays l'a fait, ça a résulté en tout cas en gain de productivité. La question ici, c'est comment est-ce qu'on fait l'effet d'échelle, ou en tout cas on utilise l'effet d'échelle des 500 millions d'Européens pour faire de même, et de nouveau, surtout sur les services. Et là, dans les services, aussi bien les services d'infrastructure ou à base d'infrastructure type télécom, énergie, mais aussi des services plus locaux qui aussi peuvent bénéficier de ces gains de productivité. Troisième élément, la montée en compétences, et en tout cas faire une accélération de l'investissement sur la formation. Quand je parlais des technologies tout à l'heure, celles-ci demandent bientôt des nouvelles compétences. On a parlé du numérique, qui est aussi une transformation majeure de beaucoup de business models. Aujourd'hui, quand on regarde le nombre de gens disponibles qui ont des compétences, par exemple en big data, en analyste, on est encore à des niveaux qui sont très faibles. Or, aujourd'hui, si on veut justement utiliser le marché unique, utiliser ces technologies, l'investissement au travers de l'Europe, collectivement, sur les nouvelles compétences, est sûrement des troisième éléments qui ensuite va générer justement des investissements, puisqu'on voit, dernier élément de fait, beaucoup d'entreprises expliquent qu'elles n'investissent pas ou qu'elles ne développent pas des business parce qu'elles ne trouvent pas les compétences, en tout cas dans certains domaines. Donc ceci, ça permettrait d'accélérer la dynamique. Dernier élément, question des infrastructures. On a un écart également en Europe en termes d'investissement, infrastructures numériques, infrastructures télécom, infrastructures d'urbanisation. L'Europe est un peu moins urbanisée que les États-Unis, par exemple, et l'on voit toujours que la croissance du PIB est liée à ces investissements d'infrastructures et d'urbanisation. Donc de nouveau, comment est-ce que l'Europe collectivement peut bâtir ces infrastructures et également booster l'urbanisation et donc développer les business associés. Donc voilà quatre éléments qui permettre à ce moment-là d'aller justement allouer le capital dans ces nouveaux business. En conclusion, je donnerai deux idées liées aux questions que Philippe a posées concernant quel est le rôle des États dans tout ça. On voit bien que le rôle majeur est autour de la réglementation, d'aligner en gros les règles de concurrence, les règles des entreprises au travers de l'Europe, au travers des industries. Mais un élément que je rajouterais, c'est que le choix en fait de secteur n'est pas forcément la première chose à faire. Quand on regarde les pays qui marchent versus les pays qui marchent moins bien, en fait, on se rend compte que ce n'est pas le mix sectoriel qui compte, mais la performance dans chacun des secteurs. Et quand je dis performance, en gros, c'est la productivité dans chacun des secteurs qui a été boostée par le pays. L'implication pour les gouvernements, c'est d'avoir une approche granulaire secteur par secteur, de bien comprendre les règles microéconomiques et de dire finalement comment est-ce que je peux développer la productivité et là utiliser à ce moment-là les bons leviers qui vont être très différents en fonction des secteurs. Certains vont être réglementaires, d'autres vont être liés aux compétences, d'autres vont être liés à la R&D et d'autres vont être liés aux normes. Les normes en particulier dans de nombreux business et l'élément majeur sur lequel l'État peut agir. Et donc du coup, l'État devient un orchestrateur plus un acteur de leviers très spécifiques, secteur par secteur. Et le dernier élément où l'État peut aussi avoir un rôle, c'est de lier, c'est la dernière idée, c'est le lier très fortement la politique de l'emploi et la politique industrielle, qui très souvent sont déconnectées. On le voit bien que la politique de l'emploi, c'est en fait la réallocation des actifs humains entre les différents secteurs, entre les secteurs qui décroissent et les secteurs qui croissent. Et c'est là où la politique industrielle est aussi sur ce sujet-là. Et donc arriver à redéployer et donc reformer, et en tout cas amener les nouvelles formations dans les nouveaux secteurs, est un élément important qui permet d'accélérer cette croissance. Merci. Merci Eric Labaille. Évidemment, on perd du temps, on prend un peu trop de temps. Gérard Mestralès, c'est à vous, patron de GDF Suez. Évidemment, avec vous, on parlait notamment de l'Europe de l'énergie, j'imagine. C'est à vous, pour 6 minutes. Bien, merci, bonjour. Oui, quelques mots pour apporter au débat le témoignage d'un acteur international de l'énergie.
Nous sommes dans 70 pays, dans un secteur qui se transforme radicalement et brutalement, et donc un acteur qui essaye de comprendre ce qui se passe. Et je crois que le secteur de l'énergie est intéressant pour éclairer notre thème, parce qu'il y a deux spécificités à ce secteur. Des besoins d'investissement gigantesques à l'échelle mondiale, un secteur très capitalistique, et puis la nécessité d'une régulation par les pouvoirs publics. Je crois que cette régulation, elle est incontournable, inévitable et nécessaire, et d'ailleurs nous sommes dans un domaine d'intérêt général, voire dans certains cas même de service public. Alors la première spécificité est que le secteur énergétique nécessite des investissements considérables avec des temps de retour assez longs. D'après un rapport intéressant de l'Agence internationale de l'énergie qui a été publié le mois dernier, le monde doit investir plus de 53 000 milliards d'euros dans la production et l'efficacité énergétique s'il veut respecter les objectifs mondiaux de limitation du réchauffement climatique à 2 degrés. Alors par ailleurs, sans énergie, pas de croissance. Et on le voit dans les pays émergents, si on stabilise l'offre énergétique, eh bien la croissance économique s'arrête. Donc c'est un secteur dans lequel la durée de vie des unités est très longue, et on investit pour le très long terme. Centrale électrique, gaz, c'est 40 ans, centrale charbon, 50 ans, les centrales nucléaires, 60 ans, et les barrages, un siècle. Donc selon que les milliards sont investis dans telle ou telle technologie, évidemment le modèle de production, de distribution sera marqué par ces investissements et pendant de longues années. Et puis il y a un phénomène nouveau qui est apparu, extrêmement frappant en Europe et aux États-Unis, mais qui va inévitablement déferler sur le monde entier. C'est les nouvelles technologies énergétiques qui se couplent aux nouvelles technologies numériques, et à la convergence entre ces deux flux technologiques. Cela conduit à passer du monde ancien, précisément de ces grosses centrales dont je parlais à l'instant, vers un monde énergétique nouveau, miniaturisé. Les unités de production aujourd'hui sont entre 1000 et 1 million de fois plus petites que les grandes centrales de jadis, avec l'éolien et le solaire, avec la micro-cogénération, la micro-géothermie, énergie distribuée au plus près des territoires, au plus près des collectivités locales, au plus près des consommateurs, qui deviennent eux-mêmes des producteurs souvent, énergie connectée, énergie digitalisée. Et donc, ce nouveau monde est peut-être un peu moins capitalistique que l'ancien. Néanmoins, ce qui est très intéressant, c'est que c'est une évolution qui est irréversible, irrémédiable. Le rythme peut être plus ou moins rapide, peut être canalisé. D'ailleurs, la loi sur la transition énergétique, tu semblais un peu sceptique, mais au fond, il y a quand même de bonnes choses. Et de toute façon, l'État doit de dire exactement où il veut et comment il veut que cette évolution irréversible se passe. Ce qui est intéressant, c'est que, prenons le cas de l'Europe, même dans un système où il n'y a pas de croissance économique, ce qui est le cas aujourd'hui, du fait de l'efficacité énergétique, il y a une décroissance de la consommation d'énergie, 1 à 2% par an pour l'électricité et le gaz. Par contre, il y a une croissance de 2 à 2,5% des services d'efficacité énergétique, du smart, de tout ce que représente, au fond, ce qu'on appelle la transition énergétique. Donc cette évolution, moi, je la crois irréversible, et c'est un facteur important pour l'énergie. La deuxième spécificité du secteur, c'est que les choix d'investissement des acteurs sont particulièrement dépendants du cadre réglementaire mis en place par les pouvoirs publics. Et je prendrai 2 exemples, l'Europe et les États-Unis. En Europe, la politique énergie-climat européenne a finalement conduit à une espèce de désastre avec d'énormes pertes de valeur des actifs, avec des fermetures anticipées de centrales, la réduction des investissements en dehors de ce qui est subventionné. On peut même presque dire qu'il y a un arrêt
presque complet des investissements dans la production thermique dans toute l'Europe, qui entraîne des tas de conséquences aussi bien pour les utilities que pour les fabricants d'équipements, et on en connaît quelques-uns en Europe. Dans le même temps, les objectifs que l'Union européenne s'était fixés, sécurité d'approvisionnement, climat, compétitivité, ces objectifs sont aujourd'hui compromis. Sur la sécurité d'approvisionnement, la mise à l'arrêt, la fermeture des centrales à gaz, à peu près 50 gigawatts, c'est-à-dire l'équivalent de 50 centrales nucléaires, de centrales qui viennent d'être arrêtées. Tout cela compromet la sécurité d'approvisionnement en matière de pointe, puisque ces centrales étaient utilisées en pointe de consommation quand il y a en particulier ni vent ni soleil. Il vous reste quelques secondes, pardon, Monsieur Mestralet. Oui, je vais utiliser quelques secondes. Deuxièmement, les émissions de CO2 pour le climat, elles augmentent. Elles augmentent au Danemark, au Portugal, en Allemagne, mais dans l'énergie, elles augmentent aussi en France et en Pologne. Et enfin, les prix de l'énergie, alors ça c'est un énorme paradoxe, les prix de l'énergie ont baissé aux États-Unis, dans l'électricité et le gaz, alors qu'ils n'ont jamais été aussi hauts en Europe. Les prix de marché de l'électricité sont très bas pour les consommateurs, pour les producteurs, et pour les consommateurs, ils n'ont jamais été si hauts. À l'inverse, aux États-Unis, aujourd'hui, les États-Unis bénéficient d'un énorme facteur de compétitivité énergétique à cause évidemment des gaz non conventionnels qui entraînent de l'électricité produite à partir du gaz bon marché. Ça délaisse le charbon qui devient donc très bon marché et qui au passage s'exporte en Europe. Aux États-Unis, le gaz très bon marché remplace le charbon déjà pour la production électrique et de plus en plus le pétrole dans les transports. Ça, c'est un facteur nouveau. D'ici 2015, certains disent que un tiers de la flotte de poids lourds américains pourrait être converti au gaz naturel. Les trains vont fonctionner au gaz, les bateaux vont fonctionner au gaz et les bus vont fonctionner au gaz. Donc, Philippe, je ne suis pas tout à fait sûr qu'il soit facile de passer directement du charbon à l'éolienne et en abandonnant le nucléaire et le gaz. En particulier parce que plus on développe des énergies intermittentes, il faut quand même pouvoir fournir de l'électricité quand il n'y a ni vent ni soleil, et pour ça, c'est le gaz. Je m'arrête. Je dis simplement que les années récentes ont été sportives en matière énergétique, mais je pense que les années à venir vont l'être encore plus. Merci. Merci, Gérard Mestralet, le patron de GDF Suez. Georges Plassa, vous dirigez Carrefour, c'est vous qui avez la difficile tâche de parler en dernier, c'est pas facile, beaucoup de choses ont été dites. C'est à vous. Ça marche, Georges Plassa. le micro, oui. On vous entend. Oui, il ne me reste pas grand-chose à dire parce que, Oui. d'abord, je suis un épicier, donc sur ces sujets, il faut rester extrêmement prudent. Mais moi, je voudrais aborder la question posée, quels investissements, pour quelle croissance, d'une façon un peu différente. Je pense que l'Europe, parce qu'on va parler de nous, a fait face à des problèmes depuis 30 ans qui ont été générés par une dérégulation financière extrêmement violente et à laquelle elle n'était pas préparée. Cette dérégulation financière a conduit beaucoup du capital européen à se déplacer à l'international, où les rendements paraissaient meilleurs, puisque les coûts de main-d'œuvre étaient plus faibles, et à déplacer beaucoup d'intelligences qui ont participé à cette mondialisation. Moi, je pense qu'il y a eu un abandon des investissements de maintenance et de rationalisation de l'économie des pays matures en Europe, qui, à un moment donné, étaient considérés comme trop traditionnels. Ça a généré chez nous une espèce de passion pour le low-cost, pour financer le pouvoir d'achat. Ça a conduit à une baisse de l'innovation, ça a conduit à une baisse de l'investissement, évidemment à une hausse du chômage. Cette hausse du chômage débouche sur une débâcle psychologique. Des gens qui ne travaillent plus, qui se sentent inutiles et rejetés dans un pays où pourtant les possibilités restent très importantes, comme l'a souligné notre ami de McKinsey tout à l'heure. Et nous ne sommes pas très loin d'une destruction de l'écosystème social. Et j'ajoute autre chose, c'est que je pense que dans l'Europe,
dont la puissance technologique a été générée par cette mauvaise habitude de faire des guerres, les investisseurs traditionnels étaient proches de leurs affaires. La distance de l'investissement contribue à la financiarisation de l'investissement. La deuxième chose, c'est que nous avons trop de monde aujourd'hui en Europe au service du contrôle du rendement du capital. Il est frappant de voir comment toutes les organisations se sont démultipliées, sédimentées, s'appuyant même normalement sur des instruments qui auraient dû en réduire le nombre, comme l'informatique, demain le digital et Internet, et on assiste à une extraordinaire complexification, voire complication du mode de fonctionnement des entreprises. Ça a été évoqué ce matin par un homme assez remarquable qui a expliqué combien chacun demande à son boss, qui demande à son boss, qui demande à son boss, qui demande à son boss, et pour finir, entre les deux, il n'y a plus aucune décision qui a trait avec l'origine de la demande. La création du TRI, qui est ce taux de rendement interne, qui s'appuie aussi sur la rapidité du rendement, me paraît avoir trouvé sa limite. Les expectatives de return dans le temps ont été trop fortes et ça a beaucoup plombé les entreprises en difficulté, puisqu'on a vu, dans la plupart des cas, de purs financiers assez distants de la connaissance de leur métier, perdre le contrôle de leurs affaires dans des moments difficiles et refuser de reprendre une part de risque en réinjectant des liquidités. Enfin, il est fondamental, me semble-t-il, aujourd'hui, de recommencer à produire de la qualité, car nous le voyons, si les salaires sont faibles et le pouvoir d'achat en décroissance, ce n'est pas la bonne solution pour inciter les entreprises à faire mieux. Alors, cette période qui a été également évoquée précédemment, de croissance technique par l'émergence de l'électricité, du pétrole, de la chimie, la motorisation, l'informatique, etc., ça a donné un siècle de croissance et de création d'emplois. La bonne nouvelle, je pense, c'est qu'il va falloir corriger les excès de ces technologies dont on voit bien aujourd'hui qu'ils devraient, ces excès, être rapidement maîtrisés et conduire à une autre vision de notre Terre. Quand on pense qu'en Chine, aujourd'hui, où nous sommes présents, ou au Brésil, une des principales préoccupations des dirigeants, c'est l'eau, c'est l'air, c'est la nature, c'est la capacité à terme également de gérer des populations vieillissantes qui ont peu de moyens. C'est l'obligation de créer des emplois pour une natalité qui, après avoir été très contrôlée, redémarre par nécessité pour remplacer le vieillissement. Donc, quand on voit tout cela, je pense qu'il y a des perspectives de recréer de l'emploi, mais les conditions doivent en être révisées. La première chose, c'est qu'il faut qu'en Europe, et en France en particulier, nous nous arrêtions de subventionner les gens qui n'ont pas d'emploi. Quand on fait des opérations de productivité dans les entreprises, ça se traduit en général par des investissements massifs pour compenser la perte d'emploi qui coûte très cher, et puis ensuite un effet de rebond des résultats qui est tout à fait illusoire et qui aura quand même consommé beaucoup de cash. Il faut réviser ce principe de la productivité. Et d'ailleurs, quand on réduit les effectifs, on commence par regarder les niveaux de salaire et évidemment, on coupe assez rapidement l'expérience et tout cet encadrement intermédiaire qui, pendant des années, a permis de former des jeunes, de les faire rentrer dans les entreprises et nous a évité d'être aujourd'hui, comme nous le sommes tous, dans une forme de démocratie directe. Deux, il faut remettre sur le terrain des gens qui perdent trop de temps à faire des études, souvent extrêmement éthérées. L'Europe a eu... Quelques-uns dans la salle, non ? L'Europe a eu de grandes générations d'ingénieurs. Ces ingénieurs se sont vus progressivement remplacés par de grandes générations de commerçants. Et puis on a vu arriver les financiers. Remettons tout ça dans des proportions raisonnables pour que le plaisir des métiers, le plaisir de la création, le plaisir de l'éducation des gens dans l'entreprise reviennent et que ça ne soit pas simplement l'année du tout pour moi. On parle beaucoup de la génération Y. Je pense que cette génération Y s'est inspirée quand même de son observation de nos propres générations qui, à un moment donné, se sont vues en pleine lévitation économique, soutenues par une croissance
qui n'avaient pas été attendues et avec des situations financières souvent au-delà du raisonnable. J'en parle moi-même d'autant plus facilement que j'en ai bénéficié. Il faut conclure, s'il vous plaît. Impérativement, et j'en conclus, que nous révisions complètement nos bases. Quant au financement, puisqu'il y a quand même une dette majeure au niveau de l'État et de la France, je pense qu'on a tort de ne pas comprendre, comme ça a été fait en Allemagne, que l'impôt indirect est largement plus intéressant que l'impôt direct. 2 ou 3% de TVA pendant 3 ans dans un pays comme le nôtre, même si je le vois au regard de M. Gallois, qui était assez sévère de seul coup, ce n'est pas introduire une disparité sociale. Quelqu'un qui paye 3% de plus sur des... Voilà. Et donc je pense que là, on a eu des options purement politiciennes qui sont absolument détestables. Et la deuxième chose, c'est que... J'ai terminé. Pardon. Quand les choses deviennent trop grosses et incontrôlables, il faut les diviser en univers à dimension humaine et pratiquer le principe de subsidiarité. J'aurais pu continuer longtemps, mais je m'arrête. Merci. Pardon. Merci. Vous avez été très bavard, je n'ai pas su vous arrêter. Il nous reste à peine 4 minutes. Une question, celle de Xavier Lachaume, l'étudiant, qui a participé au concours La Parole aux étudiants. Xavier Lachaume, c'est à vous, vous êtes étudiant à l'École normale supérieure de Paris. Vous commencez une thèse, c'est à vous. Question rapide, très courte. Ça marche, question courte. Alors, je vous remercie, je suis un des représentants des études longues et éthérées, puisque je suis en thèse d'astrophysique. Mais on s'intéresse quand même à la vie concrète, et je voulais poser la question du développement de la croissance. Donc vous dites qu'on a des exemples dans l'Europe de grands atouts, de grandes périodes de croissance. Est-ce qu'on a également des exemples de périodes où il n'y avait pas de croissance au rendez-vous, ou alors une croissance très faible de l'ordre de moins de 1%, qui correspondait quand même à une période de bien-être? Alors tous les intervenants, vous venez de nous parler de façon brillante de beaucoup de possibilités qu'il y a, avec beaucoup d'optimisme. Et c'est vraiment stimulant de se dire, ouais, il y a plein de choses à faire, et tous ces secteurs, toutes ces méthodes qu'on a, les entreprises, le public, etc., c'est vraiment de bonnes choses. Et si ça ne marche pas, si la croissance ne vient pas, est-ce qu'on peut quand même s'en sortir avec une société qui va bien? Et qu'est-ce que l'histoire nous enseigne à ce sujet? Merci beaucoup. Ce sera la seule question, je suis désolé. Qui veut répondre? Je veux bien répondre. Philippe. Alors, Philippe Agnon, ça fera la conclusion, Philippe. Hein. Je crois qu'on se rend compte que si on avait un demi-point de croissance de plus pour nous, ça réglerait beaucoup de nos problèmes de financement des systèmes sociaux. Il y a beaucoup de choses qu'on pourrait faire, de financement de nos universités, pour qu'on puisse se poser la question, est-ce que vraiment la croissance nous apporte rien du tout? Est-ce qu'au contraire, un demi-point de plus nous permet de faire tellement de choses qu'on ne pourrait pas faire sans? En particulier maintenir notre modèle social et développer notre modèle éducatif. Moi, je crois qu'il y a juste une question sur ceux qui se doutent de la croissance. Ils disent, voilà, la croissance, ça donne du stress et du chômage. La croissance, ça dégrade l'environnement. La croissance, ça augmente les inégalités. On en a parlé tout à l'heure. Est-ce qu'il faut jeter le bébé avec l'eau sale du bain? Et moi, personnellement, ce que je pense, c'est que non. On peut régler, il y a des effets secondaires. C'est comme un médicament, il y a des médicaments qui ont des effets secondaires. Est-ce qu'il faut renoncer aux médicaments si c'est vital? Et je crois qu'on peut... Il y a des pays, notamment en Europe, qui ont montré, moi j'ai un tropisme assez scandinave évidemment, mais qui montrent qu'on peut en fait pousser, et le gouvernement peut jouer un rôle pour pousser à l'innovation verte, pour faire que la croissance soit plus verte et moins polluante. On peut réconcilier croissance et maîtrise des inégalités avec une fiscalité progressive, mais en même temps incitative, et en même temps en poussant pour la mobilité sociale par l'école et la formation. Et puis le stress, eh bien, il y a eu des systèmes qui, voilà, par exemple au Danemark, il y a la flexi-sécurité, la sécurisation des parcours. Il y a une série de choses qui ont été trouvées en alliant des assurances chômage généreuses, des systèmes de formation, des systèmes d'orientation, où on peut en fait réconcilier, on peut traiter des effets négatifs que la croissance peut avoir. Et le challenge, c'est savoir, est-ce qu'on devient malthusien? On dit tout d'un coup, ben non, on renonce à la croissance, on dit non, on croit dans l'innovation, mais il y a des façons de la rendre humainement acceptable. Et je crois que c'est ça un peu le rôle gouvernement-marché. Un peu toute cette session, c'est un peu entre quel est le rôle du gouvernement, quel est le rôle des marchés. Et bien justement, le bon compromis, c'est justement pour rendre la croissance par l'innovation socialement acceptable et s'attaquer aux effets secondaires. Merci à tous. On va s'arrêter là. Au revoir.